19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Nouvelle escalade de violence en Cisjordanie occupée. 5 Palestiniens tombent en martyrs. Une soixantaine sont blessés à la suite de l'agression des forces de l'occupation sioniste à Jénine. À 48 heures de l'annonce des résultats du référendum sur la nouvelle constitution au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, appelle les Maliens à rester solidaires, quelle que soit l'issue du vote. Les ministres français et allemands de l'Intérieur en visite à Tunis pour mener une série de rencontres consacrées à la question de la migration irrégulière. Darmanin et Pfizer ont été reçus ce lundi par leur homologue tunisien Kamal Fekki. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontre à Pékin le président chinois Xi Jinping dans l'espoir d'aplanir les tensions entre les deux superpuissances. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, avant de dérouler le fil de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu son Altesse Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, père de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Abdelmadjid Tebboune qui plus tôt dans la journée a décerné la médaille Djadir de l'ordre à l'ambassadrice de Turquie en Algérie, Maïnour Özdemir Göktaş, en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir Al-Arbaoui, une distinction qui intervient pour les grandes actions accomplies dans l'intérêt des deux pays frères tout au long de ces années d'exercice en Algérie. Direction la Palestine occupée à présent, où la tension s'intensifie suite à la dernière agression sioniste. 5 personnes, dont un enfant, sont tombées en martyrs et une soixantaine d'autres ont été blessées ce lundi lors d'une nouvelle agression des forces de l'occupation à Jénine. Une agression qui a déclenché de violents affrontements dans plusieurs régions. Nailaït Hamouda. Rien ne va plus en Cisjordanie occupée. La ville de Jénine a de nouveau été le théâtre de violents combats meurtriers entre Palestiniens et forces sionistes. Il était 3 heures du matin lorsque l'armée sioniste a mené une incursion dans le camp de réfugiés palestiniens. Un échange de tirs a eu lieu, a causé selon le ministère de la Santé la mort de 5 Palestiniens, dont un enfant et des dizaines de blessés, ayant provoqué d'intenses affrontements. Les heurts ont été d'une intensité rare selon les observateurs sur place. Une première depuis la seconde intifada qui a éclaté en 2000 qu'un hélicoptère bombarde cette région palestinienne à l'aide de 2 missiles. De violents affrontements ont éclaté par la suite dans plusieurs régions, au cours desquels l'armée de l'occupation a tiré des balles réelles, lancé des grenades assourdissantes et des gaz toxiques. Même les journalistes qui couvraient l'agression contre la ville de Jénine et son camp n'ont pas été épargnés. Les forces sionistes ont pris pour cible un reporter tout en continuant de l'assiéger à proximité du camp de Jénine. La répression de l'État sioniste a décuplé de violences contre les Palestiniens et a plongé la Palestine dans une guerre sans merci. Le secrétaire général de l'OLP, Hossein El-Sheikh, a déclaré qu'une guerre féroce et ouverte est menée politiquement, sécuritairement et économiquement contre le peuple palestinien par les forces d'occupation sionistes. Des décisions sans précédent devraient être prises en réponse à cette escalade. Et le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a dénoncé le silence international suite aux raids militaires sionistes. Ce fut une matinée sanglante à Jénine en raison de la prise d'assaut de la ville par l'armée d'occupation qui se poursuit jusqu'à ce moment. 3 personnes ont été tuées, dont un enfant, et des dizaines ont été blessées. Le silence international et les doubles standards encouragent ce gouvernement extrémiste à pratiquer plus de meurtres, de destruction et d'intimidation contre notre peuple. Nous et notre peuple ferons face à ces attaques et cette occupation doit devenir coûteuse pour Israël. Le
L'occupation sioniste qui privilégie aujourd'hui les attaques aériennes sur Jenin ou encore sur Naplouse en raison de la résistance palestinienne. On écoute justement à ce propos Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à Al-Quds. Il intervenait dans le Média Info. L'appareil utilisé par l'armée israélienne, c'était un appareil le plus sophistiqué, surtout qui était fait contre les bombes, contre anti-balles, etc. Et l'armée israélienne elle a pris l'habitude d'entrer et de faire l'insertion dans les camps de réfugiés palestiniens à Jenin et à Nablus et sortir et protéger ces soldats. Cette fois, ça change tout. Les règles de jeu, ça va complètement changer. Et ce qu'on voit aujourd'hui, jusqu'à l'affrontement continu, depuis ce matin jusqu'à maintenant, l'armée essaye de sauver la face, surtout que le cible des Palestiniens, c'était une unité spéciale bien entraînée. Et ils ont eu du mal de se retirer du camp. Et ça c'est une première fois, il y a un choc et il y a aussi un changement de règles de jeu dans l'affrontement en Cisjordanie entre les Palestiniens et les forces d'occupation. Et de vives condamnations de pays arabes ont suivi ces attaques, à commencer par celle de l'Égypte qui rejette totalement cette agression. Idem pour la Jordanie qui met en garde contre une escalade de violence. Enfin, le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique ainsi que le Parlement arabe considèrent que cette escalade militaire menace de faire éclater un nouveau cycle de violence et tiennent le gouvernement sioniste pour responsable. Le gouvernement des Émirats arabes unis et du Qatar annonce la réouverture de leurs ambassades respectives. Le chef de la diplomatie émirati et son homologue qatari se sont félicités de cette étape lors d'un entretien téléphonique. Les Émirats arabes unis avec l'Arabie saoudite et Bahreïn se sont réconciliés avec le Qatar en 2021 après plus de 3 années de rupture, mais les voisins n'avaient pas complètement restauré leurs relations. On reste dans la région. Un nouveau gouvernement koweïtien dirigé par Ahmed Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah a été formé hier. Le nouveau gouvernement composé de 15 ministres, dont 5 nouveaux, est le 5e qu'il forme depuis sa nomination comme Premier ministre le 24 juillet dernier. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce lundi avec son homologue sahraoui Mohamed Sidati. À l'occasion, les deux parties ont passé en revue les derniers développements de la question au Sahara occidental sur le plan diplomatique, notamment les perspectives de relance du processus politique et de reprise des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario en vue de parvenir à une solution politique qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux décisions de l'Union africaine et aux résolutions pertinentes de l'ONU. Retour sur le continent pour parler du Mali. Les Maliens, justement, dans l'attente des résultats du référendum de la nouvelle constitution, un résultat qui devrait être annoncé dans les prochaines 48 heures. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, appelle justement les Maliens à rester solidaires, quelle que soit l'issue de ce référendum. Mohamed Ali Ben Chaban. Le référendum sur la nouvelle constitution organisé dimanche au Mali est non seulement un indicateur de l'adhésion des Maliens au changement constitutionnel voulu par le gouvernement de transition dirigé par le colonel Assimi Goïta, mais aussi un véritable test pour Bamako afin de montrer son habilité à organiser un scrutin d'envergure nationale. Après s'être prêté à l'exercice de son devoir civique, colonel Goïta s'est dit convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, fort efficace et émergent au service du bien-être de la nation. Et je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali.
En dépit de multiples obstacles caractérisés par la fragilité sécuritaire et difficultés économiques que traverse le pays, le référendum constitutionnel s'est tenu dans de bonnes conditions, malgré les voix d'opposition et les appels au boycott. Plus de 8 millions d'électeurs se sont prononcés sur ce texte capital pour la vie de la nation dans une ambiance calme, empreinte de sérénité. Ce projet référendaire ayant pour objectif de promulguer une nouvelle constitution est, selon de nombreux observateurs, une étape cruciale de la nécessaire de la reconstruction institutionnelle qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Et à l'ONU, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a réitéré la ferme opposition de son pays à toute tentative d'instrumentalisation et de politisation de la question des droits de l'homme. Écoutons-le. Nous réitérons notre ferme opposition à toute tentative d'instrumentalisation et de politisation de la question des droits de l'homme et au traitement à géométrie variable de cette problématique. À cet égard, il est paradoxal de noter la célérité avec laquelle la mission d'établissement des faits a été mise en place, alors qu'au même moment, le Mali portait plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 août sur les actes d'agression de la France contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali à des fins de déstabilisation. Abdoulaye Diop qui a par ailleurs rencontré l'ambassadeur algérien et l'ambassadeur russe aux Nations Unies. À propos des Nations Unies, la situation en Libye au menu d'une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos au Conseil de sécurité ce lundi. L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a déclaré que les lois électorales proposées par les conseils législatifs du pays sont un pas en avant, mais que ce n'est pas suffisant pour le succès des prochaines élections. Bathily, tout en informant les membres du Conseil de sécurité des derniers développements dans le pays, a souligné que les lois électorales proposées par le comité 6+6 ne sont pas suffisantes pour régler les questions les plus controversées et permettre des élections réussies. Nous le disions en titre, les ministres français et allemands de l'Intérieur sont en visite à Tunis depuis hier pour mener une série de rencontres consacrées à la question de la migration irrégulière. Le but de cette visite est de renforcer la coopération entre Paris, Berlin et Tunis en lien avec l'Union européenne. Pfizer et Darmanin ont été reçus par leur homologue tunisien Kamal Faki. Une poignée de main, s'il vous plaît, messieurs. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping au terme de son périple à Pékin qui visait à aplanir les tensions entre les deux superpuissances. Blinken est le premier secrétaire d'État américain à rencontrer le dirigeant chinois depuis 2018. Cette visite pourrait aider à faciliter un sommet avant la fin de l'année entre le président chinois et son homologue américain. La partie chinoise a clarifié sa position et les deux parties ont convenu de respecter les accords communs que le président Biden et moi avions conclus à Bali. Les deux parties ont également progressé et sont parvenus à un accord sur certaines questions pacifiques. Les deux parties ont également progressé et sont parvenus à un accord sur certaines questions spécifiques. C'est très bien. Les interactions entre les États doivent toujours être fondées sur le respect mutuel et la sincérité. J'espère que grâce à cette visite, monsieur le secrétaire, vous apporterez des contributions plus positives à la stabilité sino-américaine. Et lors des discussions, il a bien évidemment été question de Taïwan et Antony Blinken a déclaré que les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan. Et il a également réitéré que la politique américaine d'une seule Chine. On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. En ce qui concerne Taïwan, j'ai réitéré la politique américaine d'une seule Chine qui existe depuis longtemps. Cette politique n'a pas changé. Elle est guidée par la loi sur les relations avec Taïwan, les 3 communiqués conjoints et les 6 assurances. Nous ne soutenons pas l'indépendance de Taïwan. Nous restons opposés à toute modification unilatérale du statu quo par l'une ou l'autre des parties.
Nous continuons à espérer une résolution pacifique des différends entre les deux rives du détroit. Resolution of cross-strait differences. Alors pour parler justement de cette visite d'Anthony Blinken à Pékin, nous avons en direct depuis Pékin Jeanne Shanhui, journaliste à la télévision chinoise CGTN. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce qu'on peut retenir et ce qui ressort justement de cette visite d'Anthony Blinken à Pékin, c'est cette déclaration à la fin de la rencontre avec le président Xi Jinping. Blinken a réitéré la politique américaine d'une seule Chine, sachant que Taïwan est un dossier brûlant, une pomme de discorde de la politique extérieure des deux pays. Xi Jinping lui a tout simplement salué des avancées notables avec les États-Unis. Qu'en pensez-vous ? Alors effectivement, le président chinois Xi Jinping a rencontré lundi après-midi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Grand Palais du Peuple à Beijing. Et le président Xi a à cette occasion rappelé que la Chine et les États-Unis avaient atteint un accord sur certaines questions spécifiques et d'ajouter que les interactions d'État à État devraient être basées sur le respect mutuel et la sincérité. Le président Xi a également souhaité que la visite de M. Blinken apporte une contribution positive à la stabilisation des relations entre la Chine et les États-Unis. En effet, il s'agit de la première visite en Chine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, de la première visite en Chine d'un membre du cabinet du président américain Joe Biden et aussi de la première visite en Chine d'un secrétaire d'État américain depuis 2018. Justement, il faut quand même qu'on le rappelle qu'avant la visite de M. Blinken en Chine, nous avons vu que les personnalités américaines, surtout de nombreuses figures dans l'industrie et du commerce des États-Unis, dont Elon Musk et Bill Gates, sont venus en Chine. Cela montre bien sûr que la société américaine a un tel élan, espérant se concentrer sur le développement économique et ne pas se découpler de la Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a rencontré M. Blinken le 18 juin et au cours de leurs entretiens, qui a duré environ 5h30, M. Qin a en effet réaffirmé que la Chine s'est engagée à construire une relation stable, prévisible et constructive avec les États-Unis. En effet, il a souhaité que les deux parties mettent pleinement en œuvre le consensus atteint par le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden à Bali, en Indonésie, en novembre dernier, afin de promouvoir la stabilisation et les relations sino-américaines. Et puis, également sur la question de Taïwan, la Chine exhorte les États-Unis à respecter le principe d'une seule Chine, des 3 communiqués conjoints sino-américains et aussi de mettre en œuvre leur engagement à ne pas soutenir les séparatistes de l'indépendance de Taïwan. Très bien. Merci Jeanne Shanhui pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision chinoise CGTN. On passe au sport avec du football. Les sélections algériennes et tunisiennes ont effectué leurs derniers entraînements cet après-midi avant de se rencontrer en amical demain à 20h au stade du 19 mai 56 à Annaba. Une joute amicale d'une importance capitale pour les deux sélectionneurs avant les prochaines échéances. Salah Faisal. Et la sélection algérienne sera de retour au stade du 19 mai 1956 de Annaba, où elle jouera son match amical mardi soir face à une équipe mondialiste, la Tunisie. Un match amical certes, mais d'une importance pour les deux sélections afin de mieux préparer les prochaines échéances qui arrivent à commencer par la CAN de 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Les deux sélections sont déjà qualifiées avant même la fin de la phase des éliminatoires. 2 dates FIFA ont été prévues pour ce mois de juin, du 12 au 20, ce qui ne donne pas beaucoup de temps de repos aux deux sélections, qui ont disputé la 5e journée des éliminatoires de la CAN en déplacement. Deuxième au classement du groupe J avec 10 points, la Tunisie s'est inclinée samedi à Malabo face à la Guinée équatoriale 1-0. 2 points seulement la séparent de son adversaire du jour. Dimanche à Douala, l'Algérie n'a pas tremblé. Une victoire nette et sans bavure, 2-1. L'attaquant du FC Lugano, Mohamed Lamine Amoura, s'est illustré en inscrivant un doublé. Djemal Belmadi a laissé ses cadres au repos, donnant la chance aux jeunes et aux nouveaux venus. Un tout autre 11 sera contrairement aligné mardi soir pour cette joute amicale. Depuis l'arrivée de Belmadi à la tête de la sélection, l'Algérie a rencontré la Tunisie à 2 reprises, toujours en amical, et 2 victoires pour les Verts. La première enregistrée en mars 2019 en préparation de la CAN d'Égypte, une victoire d'1-0, but signé Berdad Bounjah. Le second match a eu lieu à Rades, victoire des Algériens, 2-0 de Bounjah et Mahrez. À 6 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur des Aigles de Carthage, Jalal El Qadri, essaiera de trouver des solutions offensives face à l'Algérie et regagner la confiance de ses supporters.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.